Céline, je vous invite à venir. Je vais brièvement vous présenter. Vous habitez depuis 10 ans à Porche-Fontaine, vous êtes conseillère municipale d'opposition à Versailles depuis 2020. Cela fait longtemps que vous êtes levée pour défendre la famille, l'héritage judéo-chrétien de la France, la vie et les libertés fondamentales. En 2015, vous étiez déjà candidate, 2 élections dans la même année, parce que vous étiez candidate aux élections départementales au printemps, et tête de liste pour les élections régionales avec Debout la France. En 2017, vous étiez déjà là pour les législatives sous les couleurs du ciel. Votre opiniâtreté est juste époustouflante, et aujourd'hui, vous voilà pour porter la reconquête dans la 2e circonscription des Yvelines, qui regroupe le canton de Chevreuse avec des villages magnifiques et bucoliques que tous les Yvelinois connaissent et envient, Cernay-la-Ville, Chevreuse, Châteaufort, Millon, Dampierre, Saint-Rémy-les-Chevreuses, et puis le canton de Versailles 2, qui couvre une partie de Versailles, et puis les grandes villes de Vélizy, Giroflay, Buc et Jouy-en-Josas. La parole est à vous. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Et j'en profite, j'y avais pas pensé, mais j'en profite effectivement pour, puisque je suis à ma 6e campagne, j'en profite pour remercier toutes les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont effectivement proposé de les rejoindre. Au premier rang, Fabien Bouglet, qui m'avait invité à le rejoindre. C'était la première fois pour la campagne municipale à Versailles. J'étais déjà engagée pour la famille, j'étais déjà active, on se connaissait avec Laurence, mais ça a été ma première campagne. Et puis ensuite, Nicolas Dupont-Aignan, qui est déjà venu ici, que certains d'entre vous avaient rencontré, et puis Karine Mouchik, du ciel. Et finalement, toutes ces personnes-là que j'ai croisées, aujourd'hui, ont vocation à se retrouver. Et c'était ça le projet de Reconquête, c'est pour ça qu'on est là, et c'est pour ça que naturellement, j'ai rejoint Reconquête. Reconquête qui est en fait le dénominateur commun, et qui est ce mouvement qui a vocation aujourd'hui à grandir et à attirer de nouvelles personnes, qui a vocation aussi à susciter un réveil chez des personnes qui n'étaient pas très engagées politiquement. J'en croise tous les jours quand je vais tracter dans ces petits villages charmants dont parlait Bruno. Tous les jours, je croise des personnes qui me disent je ne m'étais jamais engagée en politique, et puis Reconquête, ça m'a donné envie. Reconquête, c'était vraiment... Éric Zemmour a dit ce que je pensais tout bas, il l'a dit tout haut, et j'ai eu envie de le suivre. Voilà, donc c'est ma 6e campagne. Toujours des campagnes locales en fait, toujours des campagnes de terrain. Ces campagnes qui m'ont amené à rencontrer, pas tout le monde, mais beaucoup d'entre vous. Toujours des rencontres particulières. Et puis, je réfléchissais cet après-midi et je me disais que cette campagne était vraiment différente. Elle était vraiment, vraiment différente parce que, en fait, ce qu'on a toujours annoncé, ce qu'on disait inlassablement, on a l'impression de le vivre là maintenant. On annonçait des choses qu'on pressentait, on sentait bien que nos libertés s'amenuisaient. Et puis aujourd'hui, on se retrouve avec 2 ans de pandémie derrière nous, des privations de liberté qu'on n'aurait absolument pas imaginées il y a 2 ans. Et on est en train de se voir dessiner des choses dont on ne veut pas du tout, et des choses qui se précisent. Si bien que toutes les personnes qui nous disaient en fait, vous imaginez des choses incroyables, ça ne se passera jamais. Je me souviens, pour ceux qui se sont levés avec nous en 2013, 2014, à la Manif pour tous, ah mais non, mais ça n'arrivera pas, la GPA, la PMA, toutes ces choses-là, finalement, c'est dans cette campagne que je commence à entendre des gens qui me disent ouais, mais vous aviez raison. Tout ce que vous disiez, on est vraiment en train de commencer à le vivre. Et donc, depuis 2 ans, on a tout eu. Enfin, pas tout, parce que malheureusement, on a bien l'impression que le forum de Davos, qui se déroule en ce moment même, est en train de nous préparer la suite. Mais enfin, on a eu l'état d'urgence, les privations de liberté, les auto-attestations, l'absurdité, des choses incroyables, et puis les enfants masqués. Et j'insiste là-dessus, ça c'est quelque chose que j'ai à cœur et je reviendrai tout à l'heure. Voilà, donc nous annoncions tout ça, mais finalement, on est désemparés.
On le savait, mais on se sent débordé. Ça va déjà très très vite et ça va déjà au-delà de ce qu'on imaginait il y a quelques années. Et donc je vois, moi, que mon pays est trahi par ceux qui étaient censés le servir. Et on se retrouve avec une équipe... Vous savez, parfois, je fais le parallèle quand je parle de l'équipe de Macron, d'en fait une équipe de personnes qui détournent les avions. J'ai l'impression que l'avion France a été détourné par un équipage qui ne sait pas du tout conduire, qui l'emmène au crash, mais entre copains, et puis finalement qui a décidé finalement de causer sa ruine. C'est très négatif, hein, mais en même temps, je trouve que c'est important, et c'est pour ça qu'on est là avec Reconquête, c'est important de faire le constat, d'être honnête, de dire ce qu'on voit, et de ne pas finalement se cacher, de ne pas avoir peur de constater. J'aime bien ce clip de campagne d'Éric Zemmour qui dit on vous dit que vous ne voyez rien, ou on vous dit que vous n'avez pas compris, mais en fait c'est vous qui avez raison. Voilà, donc moi je refuse de voir la France décliner, je refuse de laisser notre héritage être saccagé, mais nous avons l'impression que notre vie ne nous appartient plus complètement. Et quand je croise sur les marchés des gens qui me disent la politique ça ne m'intéresse pas, en fait si on ne s'intéresse pas soi à la politique va s'occuper de nous. Elle va régler notre vie dans les moindres détails, on l'a vu, et c'est pas fini. Voilà, donc je parlais du forum de Davos qui est en train de se tenir en ce moment. On nous parle déjà de la prochaine pandémie. On voit poindre une convergence des agendas entre l'OTAN, l'Union européenne, Davos, l'Alliance du vaccin, Gavi. C'est curieux comme ces organismes qui sont par construction antidémocratique semblent si bien savoir, si bien prévoir les grandes crises économiques, sanitaires ou climatiques. En cherchant un peu, on voit que l'ONU s'alarmait déjà en 2020 d'une pénurie alimentaire, bien avant la crise de l'Ukraine. Voilà, et bien, moi aujourd'hui, et nous, avec Marion et Laurence, et je crois vous qui êtes ici, nous avons décidé de ne pas accepter que notre avenir soit ainsi tracé. Voilà, entre la peur d'une pandémie, la culpabilisation, le masque, la peur des pénuries, des guerres. Voilà, donc nous ne voulons pas de ça. Et c'est pour ça que nous nous sommes levés, par exemple avec Jean Sigala, que je salue s'il est là, Jean Sigala qui est conseiller municipal avec nous. Nous nous sommes levés depuis septembre et nous co-organisons une manifestation contre le pass sanitaire, le pass vaccinal, depuis septembre. Nous nous sommes levés parce que nous avons décidé que dans ce monde que nous sommes qu'on est en train de nous préparer, eh bien, nous allions finalement nous lever comme des hommes et nous allions faire parler la voix de l'humanité, de la fraternité, d'un art de vivre et de toutes ces choses qui font que nous sommes des personnes et nous ne sommes pas interchangeables. Et nous voulons faire parler la voix de la conscience morale qui est si nécessaire en politique et qui fait si cruellement défaut dans l'Assemblée. Et donc nous allons résister. Quand j'entends ce que j'ai entendu depuis 6 mois, si vous saviez, finalement tout ce qu'on a entendu de malheur, de tristesse, de désarroi, des gens qui sont venus nous voir, des blouses blanches dont je salue le combat, des personnes qui ont eu des contraventions, qui ont eu des prononciations de peine, parce qu'elles avaient fait des tags, nous les avons soutenus par exemple, des tags contre le vaccin. Toutes ces choses, nous avons décidé de les combattre. Et nous allons résister par la parole déjà, le courage de dire non et le courage des mots. C'est ça que nous avons apprécié chez Éric Zemmour, c'est ça que nous apprécions aussi chez Marion ou chez Laurence, c'est ce refus de la langue de bois. Nous avons décidé de dire tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Je vous donne un exemple, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai été ceux qui connaissent, sur un space de Twitter. Alors le space de Twitter, on s'exprime assez librement, on prend la parole. J'ai été identifiée comme étant une candidate Reconquête. Et puis j'expliquais que, par exemple, parce qu'on a beaucoup de thèmes de combat à Reconquête en fait, hein, c'est sans fin. Alors j'expliquais, on parlait de l'économie, et je disais voilà, un des mots qui touche notre pays, c'est l'assistanat. N'ayons pas peur de le dire, voilà, il y a quand même des gens qui aujourd'hui en France, et c'est malheureux et nous le déplorons, font le calcul de moins travailler ou de ne pas travailler, parce que finalement elles gagneront mieux leur vie. Et là, quelqu'un intervient en disant « Ah oui, mais vous savez, Madame Julie, c'est plus compliqué que ça, parce que vous savez, moi j'ai 50 ans, je ne suis pas employable, en fait personne ne veut de moi. » Et
je lui ai répondu, cette chose que je vous partage aussi, c'est que je refuse finalement de me faire confisquer la parole. Elle avait raison, cette personne-là. Cette personne-là, finalement, elle avait le droit de bénéficier de la solidarité nationale, sociale, c'est normal. Mais elle n'avait pas choisi de ne pas travailler. Mais vous voyez comme elle a voulu faire un amalgame pour nous empêcher de réfléchir sur la question de l'assistanat. Elle a voulu faire l'amalgame et finalement m'accuser de manque de compréhension. Hein. Ça m'a fait penser à la question de la fessée. Je suis maman, comme beaucoup d'entre vous ici sont parents. Et finalement, depuis 2 ans, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on n'a plus le droit de donner de fessée. Et là encore, on a fait un amalgame. On a fait l'amalgame entre la fessée, que beaucoup d'entre nous ont reçu petit, et qui, on dit souvent, ne nous a pas fait de mal. Et on a fait l'amalgame volontairement entre ça et la maltraitance. Et pourtant, dans l'esprit, tout le monde sait que c'est différent. Moi, la fessée ne me choque pas, mais la maltraitance, bien sûr, je suis contre. Et donc, en fait, on empêche les gens de discerner. On met tout dans le même sac et on les empêche du coup d'avoir un jugement sur les choses. Et on met tout dans le même sac. Une fois qu'on a tout mis dans le même sac, finalement, on vous empêche complètement d'exprimer un jugement qui soit justement, qui appartienne à l'homme. C'est à nous de juger finalement. Bien sûr, la frontière est ténue entre les fessées, entre la maltraitance. La frontière est ténue entre l'assistanat et puis les personnes qui, selon toute logique, ne peuvent pas travailler. Et qu'on ne va pas les condamner. Mais voyez comme finalement on nous empêche de discerner les problèmes qui touchent la France, ou les problèmes finalement de gouvernance, en nous empêchant d'établir des distinctions comme ça. Et bien sûr, parfois c'est difficile de faire le distinguo, mais en réalité, aujourd'hui, c'est justement, nous devons avoir un jugement humain sur des situations humaines et nous permettre la nuance. C'est ça ce qui est difficile aujourd'hui. Le problème de la parole, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, la parole ne vaut plus rien. Alors, les hommes politiques promettent plein de choses, et ça ne les engage pas. Et puis les Français, eux, expriment leurs souhaits, mais finalement, on ne les écoute pas non plus. Et donc, nous, à Reconquête, nous voulons être dans la vérité, et nous voulons faire entendre la parole des Français à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de solution facile. Tout passe quand même par le courage de dire, pour s'opposer aux idéologies progressistes à l'école, par exemple, de dire pour refuser les revendications islamiques, de dire pour se battre contre le pass vaccinal. Vous voyez, le samedi matin, nous prenons le micro et nous disons, et déjà ça dérange. Et donc, tant que nous serons debout pour rendre le micro, tant que nous aurons cette possibilité de nous exprimer, alors nous le ferons. Et nous avons besoin de toutes les voix aujourd'hui, et nous avons besoin que tout le monde aujourd'hui comprenne que cette liberté de parole aujourd'hui nous est confisquée. Je partageais ça à la manifestation du samedi matin. Je disais, voilà, on voudrait être une manifestation vraiment libre. Et donc, vraiment libre, ça veut dire qu'on peut parler de tout. Et que dans les rangs de cette manifestation, on puisse parler de religion, qu'on ne soit pas forcément tous d'accord, que certains soient de droite, que d'autres soient de gauche. Et en fait, c'est ça la vraie reconquête aujourd'hui. C'est de pouvoir s'exprimer vraiment librement. Par exemple, moi, j'ai un cheval de bataille. Je sais bien que tout le monde ne le partage pas, mais moi, je suis pro-vie. C'est difficile d'être pro-vie. C'est très difficile d'être pro-vie. On essaie toujours de vous faire dire que vous êtes pro-vie, mais pas complètement. Que dans certains cas, vous admettez que. Mais non, moi, je suis vraiment pro-vie. Je respecte et je comprends, en tout cas, que certains ne soient pas d'accord avec moi. Mais en revanche, le fait qu'on ne puisse pas en parler, ça, je ne l'accepte pas. Et donc, je profite de cette tribune, comme je continuerai toujours à le dire. Et donc, ce courage-là, ceux qui me connaissent savent que je l'aurai comme députée. Parce que comme Éric Zemmour, comme Agnès Thiel, comme Alexandra Henrion-Caude, comme Martine Vonner, j'ai choisi la vérité plutôt que la lâcheté. Je me lève avec Laurence Trochu et avec Marion Maréchal pour défendre le bien commun. Le bien commun, c'est la paix et la prospérité qu'un peuple peut espérer lorsque ses lois sont justes. Et je terminerai sur ce que c'est que des lois justes, puisque je me propose d'aller travailler au Palais Bourbon pour réfléchir à ces lois et voter ce qui me semble juste. Et qu'est-ce qui me semble juste à moi ? Eh bien, pour moi, les lois justes, c'est celles qui protègent d'abord les plus faibles. Depuis le plus petit, le bébé à naître,
jusqu'à la personne âgée. C'est ça pour moi. Les lois justes, ce sont celles qui sont du côté de la victime et non du criminel. J'étais très choquée, je voyais un tweet d'Éric Dupond-Moretti qui disait que il avait été honoré de défendre Mohamed Merah. Alors, qu'il se sente le devoir de le faire, je peux l'entendre. Mais il parlait d'honneur. C'était un honneur pour lui. Vous voyez l'inversion des valeurs. Eh bien, pour Éric Dupond-Moretti, la justice, c'est ça. On se met du côté des criminels, et c'est un honneur. Eh bien, écoutez, non. Pour moi, ça ne sera jamais ça, la justice. Et je veux que la justice soit toujours du côté des victimes. Et les lois justes, enfin, celles que je défendrai à l'Assemblée nationale, c'est celles qui défendent l'intérêt des Français en France, avant celui des étrangers. Et je me battrai pour que ça soit naturel, et qu'on puisse le dire naturellement. Il est bien normal pour moi de défendre ma famille, en premier. Il est bien normal de défendre ensuite le cercle dans lequel j'habite. Il est bien normal de défendre et d'aimer, premièrement, mes compatriotes. Je finirai là-dessus. La France est le pays de la grandeur et de la liberté. C'est pourquoi elle doit retrouver sa souveraineté face à l'Union européenne, face aux lobbies et aux cabinets de conseil. C'est pourquoi elle doit s'opposer à l'invasion migratoire imposée par une élite complètement hors sol, qui ne vit jamais dans les quartiers où elle serait touchée par cette immigration, des quartiers protégés. Je ne veux pas du voile pour ma fille. Je ne veux pas du voile pour la fille de ma fille. Et en venant, je mettais la main dans la poche et je voyais ceci. Et je me suis dit, tiens, voilà, ça. Voilà ce que je veux pour ma fille. Je veux qu'elle ait les cheveux au vent, c'est une petite barrette. C'est peut-être rien, mais j'ai quand même vu des photos d'hommes et de femmes politiques qui n'étaient pas choqués par des enfants voilés dans des inaugurations d'écoles ou de mosquées. Voilà. Et enfin, c'est pourquoi, parce que la France est le pays de la grandeur et de la liberté, c'est pourquoi les Français doivent élire des députés qui défendent leur liberté face au gouvernement d'Emmanuel Macron. Et voilà le projet que nous avons, c'est de constituer une vraie opposition à Emmanuel Macron. Mes amis, je veux être pour vous une députée qui replace dans l'Assemblée nationale la question de notre humanité. Entre le QR code et la vie humaine, il faut choisir. Celle de la vérité, et surtout qui replace la conscience morale comme la boussole indispensable de notre action politique.